2024. Il a été signé dans le même domaine par le ministre de la Recherche scientifique Abdelbaki Ben Ziane et son homologue mauritanienne. Le président algérien a rappelé dans sa déclaration le grand intérêt accordé par l'Algérie au développement et à la consécration des relations bilatérales. En témoigne de cela la réouverture du passage frontalier algéro-mauritanien. Walhamdulillah, anna alaqat al-baladayn ariqa وتعرف تطورا لافتا ازدادت وتيرته في المدة الأخيرة بفتح المعبر الحدودي الذي أصبح بالفعل جسرا للتواصل بين سكان المنطقة الحدودية وضاعف من مستوى تبادل تجاري وهو مكسب هام للبلدين. تعزز بإنجاز آخر وهو اللجنة الثنائية الحدودية التي استحدثت مؤخرا للسهر على التعاون في المناطق الحدودية ومتابعة التنسيق. Et toujours dans le cadre de la coopération, le président algérien est revenu sur les relations économiques qui ne demandent qu'à être boostées. Position appuyée par son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazawani. كما شكلت هذه الزيارة فرصة للتداول حول القضايا الثنائية وحول أبرز القضايا الدولية والإقليمية التي تهم بلدينا. وإجمالا فقد كانت هذه الزيارة زيارة مثمرة وبناء جددنا خلالها عزمنا المشترك على مضاعفة الجهود سويا من أجل الدفع بالتعاون بين بلدينا إلى مستويات أكثر تنوعا وأكثر رسوخا. Les deux présidents algériens et mauritaniens ont eu lors de cette visite l'occasion de revoir et de conforter leurs positions politiques et économiques dans le cadre du renforcement de la coopération avec le voisinage. Et toujours dans le cadre de cette visite, signature ce matin d'un mémorandum d'entente entre la Confédération algérienne du patronat citoyen et l'Union nationale du patronat mauritanien. L'événement a eu lieu au siège de la CAPC. Mohamed Wali Ben Chaben était sur place. Pour le développement des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie, la CAPC et l'UMPM ont signé ce mardi un mémorandum d'entente visant à établir une alliance stratégique dans plusieurs secteurs basés sur le principe gagnant-gagnant. Il faut mettre la main dans la main pour la création de la richesse et le développement d'une relation économique sur le principe gagnant-gagnant. Les Mauritaniens considèrent que les échanges commerciaux demeurent un peu faibles, alors que la situation est profitable pour ouvrir une nouvelle ère aux investisseurs algériens pour investir à Nouakchott. Lors de la dernière période, on a créé un office d'investissement alors qu'une administration a été mise en place chargée de l'investissement dans plusieurs secteurs, nécessitant des opérateurs locaux et étrangers. Cette voie ouvre la grande porte sur les relations. Je pense que demain, les relations mauritano-algériennes économiques vont connaître une autre étape, car l'Algérie, économiquement et industriellement, profite d'une grande industrie manufacturière dans tous les domaines. À travers ce mémorandum, les deux organismes appellent à la création des entreprises algériennes en Mauritanie et mauritaniennes en Algérie pour assurer leur présence dans le marché africain. Et en Algérie, toujours avec la 18e conférence des ministres arabes de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au CIC à Alger, un événement sous le thème « L'enseignement supérieur et la recherche scientifique dans le monde arabe à l'horizon 2030, vision et orientation ». Les détails avec Kharedim Batache.
Prise de conscience collective de la part des représentants des pays arabes quant à la nécessité impérieuse de hisser la coopération en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique à une dimension supérieure. Lors de la 18e conférence des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du monde arabe présidée par l'Algérie. Les participants à ce rendez-vous international ont été unanimes quant à la situation actuelle des universités et des centres de recherche dans les pays arabes, qui doivent, selon eux, prendre le train en marche vers une ère nouvelle pour des défis imposés par les nouvelles technologies, le numérique et le big data. Nous lançons dans ce congrès des projets très innovants et stratégiques pour le monde arabe. C'est une étape nouvelle que nous lançons à partir de l'Algérie, dont tout d'abord le travail arabe commun, et pour lancer ces projets à partir desquels nous entrons dans l'ère de la révolution, de la 4e révolution industrielle, de l'intelligence artificielle, des technologies du blockchain, des technologies du cloud computing. Une feuille de route tracée pour 2030 par l'Union arabe des universités et l'Organisation arabe de l'éducation, la culture et les sciences a été détaillée lors de cette assemblée. Objectif, mettre le doigt sur les paramètres de développement. L'utilisation des techniques de blockchain pour la création d'un système arabe unifié pour sécuriser l'apport académique et les thèses et autres études de recherche produites dans les universités du monde arabe en constitue un exemple parmi tant d'autres. L'étude a montré que la production scientifique des chercheurs affiliés aux universités arabes est en extension durant les 5 dernières années, et puis avec une bonne qualité aussi, ce qui a permis à pas mal d'universités arabes à intégrer les systèmes de classement internationaux, en particulier Shanghai et Times Higher Education. L'un des points d'achoppement dans les discussions des ministres, experts et autres représentants d'organismes internationaux ayant pris part à cette conférence a été la nécessité de porter le niveau des budgets alloués à la recherche scientifique dans le monde arabe au minimum à 2% du PIB, mais également l'inclusion du secteur économique privé dans le financement et la promotion de la recherche scientifique. Les travaux de la conférence ont été sanctionnés par une série de recommandations approuvées par l'ensemble des pays participants. Et en marge de cet événement qui a donc réuni plusieurs ministres arabes de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre palestinien du secteur s'est exprimé au sujet de la participation de la Palestine aux travaux de cette conférence, mais aussi sur les voies et les moyens d'accélérer et consolider la coopération à ce niveau entre son pays et l'Algérie. On l'écoute. Je crois que l'unité académique et scientifique arabe est essentielle. Cette conférence fait une projection sur 2 aspects importants de la coopération arabe dans le secteur. Cela concerne le progrès académique conformément aux principes de la 4e révolution industrielle, mais également la recherche scientifique comme vecteur de l'influence politique sur le développement durable dans le monde arabe. L'Algérie, qui a toujours soutenu la Palestine et son peuple, a tenu lors de la dernière visite effectuée chez vous par le président Mahmoud Abbas, à accorder plus de bourses au profit de nos étudiants. À cette occasion, nous étions également convenus d'accentuer la coopération bilatérale au niveau de nos universités respectives, notamment dans le domaine de la recherche scientifique de chercheur à chercheur. On va continuer à parler économie avec un fait marquant de cette année. Il s'agit de la première édition du programme Africa by IncubMe, qui a révélé 16 porteurs de projets. Une édition parrainée par le ministère délégué auprès du Premier ministre de l'économie, de la connaissance et des startups, lancée au mois de septembre dernier. Et justement, nous allons revenir sur cet événement avec notre invité de ce journal. Mais tout d'abord, cette information que nous avons annoncée en titre. Donc, quelle mouche a piqué la Banque mondiale? L'institution de Bretton Woods a publié des chiffres fallacieux, tendancieux, voire sournois au sujet de l'économie algérienne, d'après l'agence de presse officielle algérienne dans une dépêche. Les détails avec Khéredim Batache. Décidément,
le sol se dérobe sous les pieds de la Banque mondiale, qui ne trouve rien de mieux à faire que de sortir de son cadre institutionnel pour s'attaquer à l'Algérie. L'institution de Bretton Woods semble perdre le nord en présentant un rapport chiffré sur l'économie algérienne, jugé tendancieux et sournois par l'agence de presse nationale. Et pour cause, le groupe présidé par l'Américain David Malpass s'est laissé aller à des prophéties économiques dénuées de tout sens factuel, en supputant qu'un séisme dévastateur et des perspectives obscures frapperont l'économie algérienne, dont tous les voyants sont actuellement au vert. Évoquant même une situation de pauvreté générée par la dépréciation du dinar, qui n'est en réalité qu'un ajustement structurel auquel tous les pays ont recours pour contrer une inflation généralisée, fruit d'une situation inédite induite par la pandémie Covid-19. Mais le summum de la malhonnêteté intellectuelle est atteint lorsque la Banque mondiale prétend de manière mal avisée que l'Algérie dépassera un volume d'importation équivalent à 50 milliards de dollars, au moment où le pays voit ses exportations hors hydrocarbures atteindre un niveau de 4,5 milliards de dollars. Cette hausse est conjuguée à une baisse du déficit de la balance commerciale qui est passé de 10,5 milliards de dollars à fin septembre 2020 à 1,5 milliard de dollars à fin septembre 2021. S'il ne subsiste plus aucun doute que tous les chemins mènent au complot, il conviendrait néanmoins de s'interroger sur les réelles raisons ayant motivé la publication de ces données, qui s'apparentent davantage à un document à charge qu'à un rapport digne du nom d'une institution qui prétend vouloir travailler de concert avec l'Algérie pour le bien de notre nation. On va continuer à parler économie justement, nous le disions il y a un petit instant, le programme Africa by IncubMe lancé au mois de septembre dernier a rassemblé des porteurs de projets issus de notre pays mais aussi de la Tunisie, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun ou encore du Sénégal. Cette édition vise essentiellement à placer l'Algérie au rang d'un hub dans les domaines des innovations numériques et un catalyseur d'énergie et de savoir-faire des entrepreneurs africains à travers le monde. Et justement, pour en parler, nous recevons sur notre plateau Monsieur Ronnie Kitio, fondateur de Startup. Il est lauréat de cette première édition, justement. Bonsoir, Monsieur Ronnie Kitio, bienvenue. Bonsoir, Madame Fatma. Merci. Donc, les meilleures startups sélectionnées pour intégrer ce programme ont donc passé 2 étapes. Votre startup en fait partie. Cette compétition a vu 21 projets retenus sur les 1200 candidatures. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce parcours? Vous venez du Cameroun. Comment est-ce que ça s'est déroulé, votre arrivée en Algérie, votre participation à cette première édition d'Africa by IncubMe? Déjà, comme vous avez dit, le programme Africa by IncubMe, c'est un programme panafricain qui a rassemblé sur le territoire algérien pratiquement 15 startups sur pratiquement 1200 candidatures. Donc 15 startups qui ont pu se déplacer sur les 21. Effectivement, oui. Raison sanitaire obligée. Et puis, oui. Et comment s'est passée un peu cette arrivée en Algérie? Comment étaient rythmées vos journées avec ce programme? Déjà, l'arrivée s'est très bien passée. Nous avons été accueillis à l'aéroport très chaleureusement et je remercie le peuple algérien pour ça. Et lors de ces 3 mois d'incubation, vraiment, ça a été intense parce que il y avait plusieurs activités, notamment les coachings au niveau d'IncubMe, qui est un incubateur. Oui. Et nous avons des dîners d'affaires avec les opérateurs économiques, c'est-à-dire les directeurs, les personnalités publiques et les chefs d'entreprise. Et nous avons aussi les sorties dans des entreprises pour visiter effectivement l'économie et le système entrepreneuriat algérien et aussi des visites dans des villes pour s'imprégner un peu de la vie algérienne, notamment Constantine, Batna, et pour découvrir aussi la culture, cette magnifique culture algérienne. Et donc, vous avez participé avec votre start-up, qui est une start-up de streaming de musique africaine. Quel constat faites-vous aujourd'hui de l'évolution de votre start-up après la participation à ce programme? Déjà, nous sommes venus avec un projet déjà qui était plus ou moins déjà établi au Cameroun. Et effectivement, lors du programme Africa by IncubMe, nous a permis non seulement de restructurer le projet et aussi d'être en contact non seulement avec les partenaires qui sont des grandes entreprises, et aussi nous a permis d'évoluer aussi. Et aujourd'hui, nous sommes en train de s'installer sur le territoire algérien et je peux dire que l'aventure a été magnifique.
Africa by IncubMe se veut être le pôle de l'innovation en Algérie pour l'Afrique. Quel état des lieux faites-vous aujourd'hui de l'économie en Afrique, justement, l'économie et l'impact des startups et peut-être même les relations entre les différents pays africains dans l'écosystème africain? Je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, l'économie numérique, notamment les startups, c'est la voie du salut pour l'Afrique, pour se développer. Et aujourd'hui, étant ici en Algérie, je me suis rendu compte que l'Algérie, c'est le seul pays, on va dire au monde, à avoir dédié un ministère spécialement pour ça. Ça montre à quel point l'Algérie mise vraiment sur l'économie numérique et sur les startups. Et on a souvent dit que voilà, l'Algérie, ça a été la Mecque des révolutionnaires. Et aujourd'hui, avec ce qui est fait, je peux dire que l'Algérie, c'est la Mecque des startups et de l'économie numérique. Et je dirais encore pour chuter, c'est que le monde des startups ici en Algérie a encore des très beaux jours devant lui. Excellent. Avant de se quitter, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que vous aimeriez voir lors de la prochaine édition d'Africa by IncubMe? Déjà, si la crise sanitaire nous le permet, parce que cette crise sanitaire a beaucoup freiné cette première édition, notamment on devait avoir 6 mois, mais on n'a eu que 3 mois et demi. Et aussi, les déplacements ont été un peu chamboulés. Et je me dis, et j'espère que d'ici là, pour les prochaines éditions, qu'on ait plus de start-up, déjà parce qu'on était 21 sélectionnés, qu'on ait plus de start-up, qu'on ait effectivement plus de temps pour vraiment peaufiner nos projets et de lancer véritablement sur le territoire algérien. Et comme vous avez dit, pour finir, j'aimerais remercier les cofondateurs du programme Africa by IncubMe, notamment M. Adel Amalou, et les entreprises partenaires, et aussi une entreprise qui nous tient à cœur, qui aujourd'hui, avec qui on va se lancer sur le territoire algérien très prochainement, qui est l'entreprise de télécommunications Djezzy. Merci. Excellent, merci. Merci Monsieur Rony Kitio, vous êtes donc fondateur de Startup et on vous souhaite énormément de succès avec votre startup de streaming de musique africaine. Merci beaucoup et je vous remercie. Dans l'actualité internationale, une crise préélectorale qui dégénère en Somalie, un bras de fer s'installe au sommet de l'État entre le président Mohamed Farmajo et son premier ministre Mohamed Hussein Roble, démis de ses fonctions hier sur décision du président somalien. Une situation qui inquiète au plus haut niveau les partenaires du pays. Souhila Akilal. Les tensions au sommet de l'État somalien sont à leur comble. Le Premier ministre Mohamed Hussein Roble, qui a été suspendu de ses fonctions dans la nuit de dimanche à lundi par le président somalien Mohamed Farmajo, ne semble pas vouloir obtempérer ni s'avouer vaincu. Quelques heures après avoir été démis de ses fonctions, Mohamed Hussein Roble a regagné ses bureaux, encadré par les membres de son cabinet, du chef de l'armée et des militaires. Il s'est adressé à ses compatriotes pour dénoncer une tentative de renversement et demander aux chefs des forces de sécurité de prendre leurs ordres auprès de lui et non du président. Le président Mohamed Farmajo semble décidé à détruire les institutions gouvernementales et son mandat constitutionnel est déjà terminé. Je dis au peuple somalien que le gouvernement fédéral de Somalie, dans l'exercice de ses fonctions constitutionnelles, en particulier en cette période de transition, est pleinement responsable de la direction de toutes les institutions gouvernementales du pays. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, j'ordonne à toutes les forces nationales somaliennes de travailler sous les ordres du bureau du Premier ministre. Les pays partenaires de la Somalie ont fait part de leurs inquiétudes et demandé de la retenue aux dirigeants somaliens, demandant une fois de plus l'avancée du cycle électoral dans le pays. De son côté, la diplomatie américaine a dans un tweet estimé que la tentative de suspendre le Premier ministre somalien est alarmante. Au Madagascar, 85 morts, 3 disparus et 50 survivants. C'est le bilan définitif du naufrage du Francia 3, survenu lundi 20 décembre au large de la côte du pays. La plupart des victimes sont des travailleurs saisonniers du Girofle qui voulaient redescendre, passer les fêtes chez eux, selon l'agence portuaire maritime et fluviale du pays.
En Syrie, des frappes aériennes sionistes ont pris pour cible des conteneurs entreposés sur les quais du port de Latakia. Ces bombardements s'ajoutent à de semblables enregistrés le 7 décembre contre des cibles de même nature et au même endroit. Analyse de Sofiane Baroudi. Des frappes sionistes ont ciblé l'infrastructure stratégique que constitue le port de Latakia au nord-ouest de la Syrie. Ce raid a été le 29e exécuté par l'armée d'occupation sioniste contre la Syrie durant l'année 2021. Les bombardements ont ciblé des conteneurs apposés sur les quais et ont provoqué de nombreux dégâts dans la ville. L'action des groupes terroristes et le sabotage de l'électricité ont contribué à alourdir l'atmosphère de psychose dans laquelle a été plongée la population. Le port de Latakia est une infrastructure névralgique quand on connaît la situation de la plupart des postes frontaliers. Celui avec l'Irak a également été ciblé. Celui avec la Jordanie a été fermé pendant très longtemps et l'activité peine à reprendre. Celui avec le Liban est soumis à de rudes tensions. Et celui entre la Syrie et la Turquie est partiellement contrôlé par des groupes terroristes. Les sanctions économiques font peser un poids supplémentaire à ce grand pays arabe qu'une volonté manifeste veut continuer d'étouffer. L'entité sioniste continue à mener une guerre contre la Syrie, plongée dans une crise politique et sécuritaire profonde depuis plus de 10 ans. La stratégie que l'armée d'occupation sioniste dénomme la bataille entre deux guerres est un plan qui consiste à frapper des cibles stratégiques et à accentuer la crise sécuritaire syrienne sur plusieurs zones. Au nord, qui est partiellement occupé par les Turcs, au nord-ouest, arrière-base des groupes terroristes, en passant par la banlieue de Damas, toujours en proie à des actes de carnage et de sabotage récurrents. Pour rappel, l'administration sioniste a récemment annoncé un projet de construction dans le Golan syrien, militairement et illégalement occupé depuis 1967, avec d'autres terres arabes au Liban et en Palestine. Le président libanais Michel Aoun a appelé hier, lundi, à mettre fin à la paralysie politique dans le pays en crise, formée en septembre après 13 mois d'interminables tractations politiques. Le gouvernement ne s'est pas réuni depuis la mi-octobre en raison de tensions autour de l'enquête sur l'explosion dévastatrice du 4 août 2020 au port de Beyrouth, qui avait fait au moins 215 morts et 6500 blessés. Nucléaire iranien, les négociations pour tenter de sauver l'accord sur le nucléaire iranien ont repris hier à Vienne. Elles doivent, selon Téhéran, aboutir à la levée des sanctions américaines. Washington, en revanche, veut négocier d'abord avant une éventuelle levée des sanctions. Safwan Ben Sabri. Les négociations sur le nucléaire iranien ont repris lundi à Vienne après une pause de 10 jours, avec comme priorité pour la République islamique d'Iran la levée des sanctions américaines et les garanties que Washington réintègre le pacte. Une vision que ne partage pas Washington, qui estime au contraire que la reprise des négociations sur le nucléaire doit précéder la levée des sanctions. Au-delà de cela, la délégation iranienne refuse de dialoguer directement avec les diplomates américains, ce qui, selon ces derniers, ralentit le processus de dialogue. Les désaccords entre les différentes parties résident donc autant sur la forme que sur le fond. L'émissaire de l'Union européenne estime qu'un accord ne sera pas fait sans concession des deux côtés de la table. Si nous travaillons dur dans les jours et les semaines qui viennent, nous devrions obtenir des résultats positifs. Ce sera compliqué, des décisions politiques difficiles devront être prises tant à Téhéran qu'à Washington. La vision iranienne, quant à elle, met la priorité sur l'aspect commercial et économique de l'accord, comme l'a indiqué le ministre des Affaires étrangères iranien. Le principal enjeu pour nous est de parvenir prioritairement à une situation dans laquelle le pétrole iranien pourra être commercialisé facilement et sans entrave. Pour rappel, le retrait brutal de Donald Trump de l'accord de Vienne en 2018 et la reprise des sanctions américaines envers l'Iran a fragilisé l'économie iranienne, qui dépend largement de l'exportation de ses hydrocarbures. Santé en Algérie, les cas de contamination au Covid-19 restent pour le moment sous contrôle. Hier, le bilan faisait état de 293 nouveaux cas de contamination en 24 heures. 209 guérisons ont également été recensées ainsi que 8 décès, a indiqué le bilan quotidien communiqué par le ministère de la Santé.
Covid toujours, direction l'Europe, retour des jauges pour les grands rassemblements, une généralisation du télétravail à 3 jours par semaine. Face à la dégradation de la situation sanitaire en France, le gouvernement a annoncé de nouvelles restrictions. Il a en revanche écarté un report de la rentrée scolaire ou la mise en place d'un couvre-feu pour les festivités du Nouvel An. Les mesures de restriction anti-Covid se renforcent également en Allemagne et en Autriche. Plus de détails avec Naila El Hamouda. L'Europe serre la vis. La France dévoile sa stratégie face à la propagation du variant Omicron. Le gouvernement limite les rassemblements, 2000 personnes en intérieur et 5000 en extérieur. La mesure est valable pour 3 semaines. Pendant cette période, le télétravail redevient obligatoire au moins 3 jours par semaine. À compter de la rentrée et pour une durée de 3 semaines, le recours au télétravail sera rendu obligatoire. Je dis bien obligatoire dans toutes les entreprises et pour tous les salariés pour lesquels il est possible, à raison de 3 jours minimum par semaine et, si possible, 4 jours quand cela est possible. Pour le gouvernement, la vaccination reste primordiale. Seul changement, la réduction du délai entre la 2e et la 3e dose, considérée comme la dose de rappel. On n'attend pas 4 ou 5 mois pour faire son rappel. Dès 3 mois après la dernière injection ou après la dernière infection, on peut recevoir cette 3e dose. Nouvelles règles dans les lieux de rassemblement. Interdiction de manger ou de boire dans les cinémas, théâtres et transports. Dans les bars et cafés, plus question de savourer sa consommation debout au comptoir. En Allemagne, les mesures de restriction anti-Covid se renforcent également. Il s'agit de la limitation des rassemblements en intérieur à plus de 10 personnes vaccinées et fermeture des boîtes de nuit. En Autriche, le confinement est toujours en vigueur pour les personnes non vaccinées. Les autorités imposent aux restaurants de fermer leurs portes à 22h. Pendant que l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord limitent la taille des rassemblements, l'Angleterre, elle, n'impose pas de nouvelles restrictions. Les autorités sanitaires américaines ont réduit hier de moitié la durée recommandée de quarantaine pour les personnes positives au Covid-19. Le président Joe Biden appelant à ne pas céder à la panique malgré la forte hausse de contamination quotidienne due au variant Omicron. La durée d'isolement passe donc de 10 à 5 jours par personne asymptomatique et de 14 à 5 jours pour les cas contacts non vaccinés, ont indiqué les centres de prévention et de lutte contre les maladies. Et l'Australie qui a déploré le tout premier décès confirmé dû au variant Omicron. Le ministère de la Santé de l'État de Nouvelle-Galles du Sud a annoncé dans un communiqué que le patient décédé dans la capitale de l'État, Sydney, était un octogénaire. L'homme souffrait de problèmes de santé selon le même communiqué. Et puis cette propagation fulgurante du variant Omicron perturbe fortement le transport aérien. 8300 liaisons aériennes ont été annulées pendant le week-end de Noël. Et ce lundi, rien qu'aux États-Unis, 700 vols ont été supprimés. Les compagnies aériennes s'inquiètent d'un risque de paralysie du secteur. A signalé que l'Europe, à elle seule, concentre à 55% de toutes les annulations de vols enregistrées ces derniers jours. Le 10 janvier prochain se tiendra à Genève une rencontre qui réunira des représentants russes et américains. Une rencontre qui vient 2 jours avant celle qui réunira la Russie et les membres de l'OTAN. La raison plutôt de ces rencontres, la situation à la frontière ukrainienne. Tilinan Makassi. C'est une rencontre d'envergure qui se tiendra le 10 janvier à Genève entre la Russie et les États-Unis d'Amérique en vue d'engager des pourparlers concernant les tensions à la frontière ukrainienne. D'ailleurs, cette initiative n'est pas la première du genre prévue en 2022. Le 12 du même mois verra aussi une rencontre entre la Russie et l'OTAN. Le lendemain, c'est-à-dire le 13 janvier, un autre tour de discussion en vue d'un apaisement de situation en Ukraine est aussi prévu. Cette fois-ci, au sein de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. C'est un véritable bras de fer qui oppose la Russie, Kiev et ses alliés, concernant la frontière ukrainienne. En effet, ces derniers reprochent par ailleurs à la Russie le déploiement de ses forces militaires le long de sa frontière avec l'Ukraine, allant jusqu'à lui prêter des velléités d'invasion.
Ce n'est pas un conflit récent. Cela fait 7 ans que le torchon brûle entre les protagonistes. C'est-à-dire depuis la chute encouragée par les grandes puissances, plus particulièrement par les USA, du président ukrainien Viktor Yanukovych. Le flanc oriental de l'Ukraine est un véritable enjeu pour les grandes puissances, qui continuent à user de leur influence sur le gouvernement central à Kiev. D'ailleurs, Moscou ne cesse de demander des explications sur les mouvements de troupes et l'acheminement d'équipements lourds à l'abord de sa frontière. Ce qui dérange les pays de l'OTAN est nul doute le rapprochement entre le Kremlin et les pays d'Europe de l'Est. Cela dit, une question reste posée en vue de tous ces pourparlers. Quel avenir pour l'accord de Minsk qui avait abouti à la signature d'un cessez-le-feu? Le capitaine et le second du MW Wakashio ont été condamnés à 20 mois de prison. Souvenez-vous, il s'agit du navire dont l'échouage avait provoqué en 2020 la pire marée noire jamais connue sur les côtes de l'île Maurice. On peut le voir sur ces images. Le vraquier japonais s'est échoué le 25 juillet 2020 sur un récif corallien du sud-est de l'île Maurice, relâchant plus de 1000 tonnes de fioul dans ses eaux cristallines. En Amérique du Sud, 18 morts au Brésil et 13 morts en Bolivie dans des pluies torrentielles. Environ 35 000 personnes ont été chassées de leur domicile par le phénomène climatique dans l'état de Bahia. En Bolivie, les autorités font état d'un millier de familles sinistrées. La situation critique s'est aggravée vers la fin du week-end. Dimanche après-midi, le nombre de communes en situation d'urgence est passé à 72, dont 58 sont en crise plutôt du fait des inondations. La veille, les autorités locales avaient fait état de 19 municipalités touchées par les inondations. On va parler sport à présent. L'équipe nationale algérienne a encore reçu une mauvaise nouvelle. Il s'agit de la contamination de Youssef Belaili à la Covid-19. L'ex-joueur du Qatar est désormais le 3e joueur touché par le virus. Il devrait observer une période de confinement de 5 jours. Pour rappel, les 2 défenseurs de l'équipe nationale de football, Mohamed Amin Tougali et Hussein Ben Yada, ont été également testés positifs au Covid-19 et placés hier en confinement pendant 5 jours à Alger. Ils n'ont donc pas pu s'envoler pour Doha. Et pour parler de l'équipe nationale, nous avons en direct avec nous depuis la France l'ex-international algérien Ma'mar Mamouni. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Monsieur Ma'mar Mamouni, est-ce qu'on peut dire que la Covid-19 est en train de perturber le stage de l'équipe nationale aujourd'hui? Oui, ça on peut le dire. Le Covid-19 perturbe la sélection algérienne. Elle va perturber, je pense que beaucoup de sélections. Elle perturbe tout. Donc après, c'est bien d'être. Ils ont été testés positifs maintenant que pendant la CAN. Mais malheureusement, ils ont 5 jours de confinement, donc ça va être compliqué. Mais je pense que Jamel a mis ça dans son effectif pour il sait qu'il va arriver des personnes qui seront atteintes par le Covid. Donc j'espère que ça va pas perturber la sélection. On pourra aller là-bas et avec tous les joueurs qui seront prêts, je pense. Comment vous voyez les chances justement de l'équipe nationale durant la CAN qui arrive? Bah écoutez, je suis tous les matchs de l'équipe nationale. Je suis tous les matchs. On est invaincus. En sélection avec cet avantage. Oui. Je pense que ils se mettent bien dans la tête. J'ai vu les matchs, le comportement qu'ils ont, avec surtout le sélectionneur qu'ils ont. Ils vont se préparer, bien se préparer. Il faut qu'ils aient la même mentalité que la dernière CAN à laquelle on a gagné. Et parce qu'on a toutes nos chances. Je pense qu'on sera le favori. Oui. On sera l'équipe à battre. Mais ça veut pas dire qu'on va la gagner. Mais il faut tout mettre, faut se battre. Il faudra tout mettre, toutes les qualités, tous les joueurs doivent être concernés, tous les joueurs sélectionnés. Donc je pense qu'on a nos chances et on le mérite. On a une belle génération avec le talent qu'ils ont et Inch'Allah on la ramènera et ça fera plaisir au pays avec tout ce qui se passe. Monsieur Ma'mar Mamouni, vous avez joué avec Jamel Belmadi dans le passé. Quelle est la différence entre le joueur et l'entraîneur? On va rectifier un petit peu. On va dire Jamel a joué avec moi.
Donc c'est plus comme ça. Et non, je l'ai connu et ça me fait plaisir déjà de le voir en sélection, d'être le sélectionneur. J'en avais parlé il y a plus de 4 ans, que je le verrais bien en équipe nationale parce que c'est une personne que moi j'ai connue en tant que joueur. On était ensemble en sélection. Je connaissais ce qu'il pouvait apporter, sa rigueur, la compétitivité qu'il a, l'amour de l'équipe nationale. Et vu ce qu'il a déjà fait en sélection avec l'équipe le club qu'il avait au Qatar, je savais qu'il pouvait apporter tout ça et je me suis pas trompé. Et je pense que tout le monde est content de l'avoir. Il apporte de la bonne humeur. Il a réveillé tous les joueurs parce qu'on avait les mêmes joueurs avant. Oui. Il les a réveillés. Et il nous a rapporté une CAN. C'est extraordinaire. Ça faisait depuis 90 qu'on ne l'avait pas gagné. Moi, j'ai vécu 2 fois. Je l'ai pas gagné malheureusement, mais alhamdoulilah, avec lui, je pense qu'on a toutes nos chances et faudra bien se préparer. Je pense qu'il va tout mettre pour essayer de la ramener, ce qui nous fera encore plaisir. Et justement, vous avez joué la CAN 2004 en Tunisie. Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote avant de se quitter? Avant de se quitter, l'anecdote en 2004, ce sera tout simple. Hein, c'était le match contre l'Égypte. C'est le seul match où on a un comportement différent. C'est un match où on se met dans la tête, on ne doit pas perdre. Et que tous les joueurs étaient concernés. Et je savais que ce jour-là, après on a toujours des intuitions, après ça se passe ou ça se passe pas, mais j'avais l'intuition de marquer un but. Alhamdoulilah, en plus c'est Jamel qui me fait le centre et je marque. Donc et après c'est surtout la ferveur qu'il y a eu après le match en Tunisie, en Algérie. On avait l'impression qu'on avait gagné la CAN. C'est l'anecdote que je peux raconter, c'était la ferveur que le peuple algérien peut apporter. Il peut nous sublimer, peut nous encourager et peut nous faire gagner des matchs même si on n'est pas bien parce qu'il mérite. Je pense que c'est l'un des meilleurs publics au monde, meilleur que moi j'ai connu et j'étais dans différents pays pour voir ça. L'Algérie, les supporters, la ferveur qu'ils ont, c'est extraordinaire. Même des fois, il y a un peu trop parce que on est tous des sélectionneurs, on veut tous donner notre avis, mais vraiment, c'est l'anecdote que j'ai, c'est victoire contre l'Égypte. La victoire et surtout le but de Achiou qui était extraordinaire. Merci pour ces magnifiques souvenirs et merci d'avoir été en direct avec nous, Monsieur Ma'mar Mamouni. Je le rappelle, vous étiez en direct avec nous depuis la France. Merci à vous et bon courage à vous. Merci. Et on va parler culture avant de se quitter. Nous le disions en titre, on va donc parler de l'incontournable chanteuse mauritanienne Malouma, chanteuse populaire et femme de terrain. Avec sa voix, elle porte la tradition musicale de son pays. Portrait de Amira Bédia. C'est entre cet immense océan et ce vaste désert qu'est née la reine de la musique mauritanienne. Malouma Mintoul Midah a grandi dans une famille de griottes avec un père chanteur, un grand-père écrivain et une mère qui lui a appris à jouer dans l'ardi, cet instrument qui vient du fin fond du patrimoine mauritanien. Malouma s'engage à revendiquer ses origines avec sa voix rocailleuse qu'elle apporte sa touche en s'ouvrant aux autres musiques du monde. Du blues au jazz en passant par l'électro, la diva accompagne son style musical par des chants populaires traditionnels. Multilingue, Malouma chante en wolof, en hassania, en arabe et en français. Elle porte sa musique sur toutes les scènes du monde entier. En plus, son engagement artistique et sa casquette de sénatrice lui a permis de défendre la place de la femme dans la société et de contribuer à l'éducation des plus jeunes. Sans oublier son implication dans des projets de protection de l'environnement. Cette femme qui a plus d'une corde dans son arc impose le silence dès qu'elle met ses doigts sur son ardin. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. On se retrouve demain pour le journal de 13h. Tout de suite, un point météo avec Amel Emeziane Zitouni. Passez une excellente soirée sur Al 24 News.